Hello tout le monde, je suis Kevin Razier, vous êtes dans CKR, le podcast préféré de vos podcasteurs préférés. C'est l'épisode 92 et c'est toujours un plaisir de pouvoir analyser un peu ce qui se passe dans l'actualité. Alors ah oui, avant de commencer, je voulais vous dire un petit truc. Je vous avais dit que j'avais envie de reprendre mes études parce que j'avais trouvé un master qui correspond à ce que je fais depuis déjà un petit paquet d'années. Et en fait, j'avais contacté la fac de Assas, Panthéon Assas, parce qu'ils ont un master. Ouais, donc le gars a juste un bac, il vise le master direct. Un master information, communication, parcours médias, culture, société. Parce que j'avais envie, tu vois, d'épaissir un peu mon jeu, tu vois, d'avoir un peu plus de rêves, de théorie, etc. pour pouvoir aller encore plus loin dans l'analyse média, dans ce que j'ai l'habitude de faire. Que ce soit avec Dr H à travers les spectacles, les livres ou ce podcast, ou bien à titre personnel, quand je faisais mes petites discussions avec moi-même, etc. En fait, j'allais tout le temps voir soit Dr H, soit son frère qui est agrégé d'histoire géo, soit, je sais pas, si je parle d'écologie, j'étais allé voir Elliot Lepers. Là, je travaille sur un potentiel spectacle sur les banques, etc. Je suis allé voir Anis Lagenef, ancien trader, ou encore quelqu'un que je peux pas citer qui bosse à la Banque de France en tant qu'économiste, qui m'a donné du biscuit. Et je me suis dit, ben voilà, que j'avais envie moi aussi, parce que à 37 ans, je me sentais plus apte à le faire, reprendre des études. Et donc, j'ai envoyé un mail à la personne qui s'occupe des VAE à Panthéon Assas. Et elle m'a demandé un CV détaillé de 3-4 pages. J'ai fait mon CV détaillé. C'est là que je me suis rendu compte que j'avais fait pas mal de trucs, mine de rien, dans ce délire-là. Et sachez que elle m'a dit, bah au vu de votre parcours et votre CV, ouais, je pense que c'est possible. Donc je suis trop content. Donc là, il y a 1000 étapes, hein. Maintenant, il va falloir que je remplisse tout un truc, un livret, que je donne toutes les preuves de tout ce que j'ai fait, les bulletins de paie, les contrats, les articles, les machins. Mais parce qu'en fait, entre-temps, bah, ouais, j'ai publié 2 livres qui étaient justement sur les fake news et sur les sciences sociales, dont le fake news qui s'est vendu à 11 000 exemplaires. On a fait des conférences avec Hamza dans plusieurs villes, et même dans des pays étrangers par rapport à ça. J'avais fait une campagne avec le gouvernement sur le complotisme qui s'appelait hashtag on te manipule. J'avais fait un truc avec une asso qui s'appelle l'enquête pour apprendre à utiliser les bons éléments de langage pour répondre, etc. Et donc en fait, de fil en aiguille, entre ça, mon émission de Canal et tout, bah, il s'avère que ça cochait les cases. Et donc en VAE, c'est trop chambé. Voilà, je suis trop content. Et donc le master, je trouve qu'en plus il me correspond de ouf, parce que bon, je vais pas vous faire chier avec ça, mais c'est vraiment sur l'analyse, la sémiotique, sur vraiment tout ce qu'on fait là, un peu comme ça, de façon empirique, un peu à notre façon, tu vois, avec des vannes et avec des insultes. Mais vraiment, je suis content de me dire qu'il y a moyen de le faire. Maintenant, ça va être long et j'aurai pas de réponse avant l'année prochaine. Pour savoir si c'est ok, mais déjà, tu vois, la première étape est passée, donc je suis content. Merci beaucoup, c'est gentil. Et j'espère, parce que tu vois, donc il y a ce master, ces 2 masters, M1 M2, et j'espère pouvoir les obtenir pour pouvoir attaquer la thèse, et moi aussi un jour m'asseoir à côté de Dr H en me présentant comme Dr K. Et vous m'aurez connu avec mon petit bac ES que j'ai eu en 2 fois. Et vous m'aurez connu avec ce petit bac ES, parfois un peu complexé. Et là, vous direz, moi, je l'ai vu, il était là. C'est devenu Dr K. Retenez bien. Bon, allez, je vous ai dit, la crackserie, salut Mo, qu'on allait commencer rapidement parce que j'ai beaucoup de choses. Et le gars raconte sa vie. Alors, on va commencer tout de suite avec les réactions par rapport au dernier épisode. Il y a Yousdi qui dit, merci pour le travail fourni, continuez ainsi, force à vous. Merci Yousdi, ça fait plaisir, merci de soutenir, continuez de donner de la force, c'est pour ça qu'on continue, c'est grâce à vous. Et ouais, Nafta, Team Back ES. Ah, oula, le son est parti en couille. Alors il y a eu beaucoup de... Il va passer de complexé à condescendant, on va rien comprendre. Cimer, oh, tout de suite. Et toujours dans les greurs, celui-là, oh là là. Un master, bref, j'ai passé un master.
Il y a Siopil qui dit Kevin, ta tête en IA sur les miniatures te ressemble absolument pas à MDR. Je me suis demandé si c'était Dr H. Ok, alors oui, je sais que ça me ressemble pas, mais c'est juste que j'ai la flemme de faire des miniatures, j'avoue. Pourquoi ta tête est bizarre sur ces dernières vignettes? On dirait même pas que c'est toi. Oui, mais on comprend. Le plus important, c'est qu'elle soit stylée, tu vois, et qu'elle soit accrocheuse. Alors c'est vrai que parfois, il me foire. Mais c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour avoir des miniatures stylées, franchement, et qui me font gagner du temps. Avant, il fallait que je demande à Gaël de pouvoir me backup, machin, nan, nan. Et là, en fait, là, franchement, moi, j'aime bien. Dr H ne revient plus. Ça, c'est FB2 qui dit ça. Bah, alors, je sais qu'il était en conférence il n'y a pas longtemps. Je vais lui envoyer un petit message pour savoir comment ça s'était passé. Mais pour l'instant, non. Pour l'instant, apprécier la présence d'un futur docteur. Et après, moi, j'aimerais bien, à défaut de pouvoir le faire venir toutes les semaines, de pouvoir le faire venir une fois par mois dans les épisodes qu'on ferait en public. Parce qu'une fois que je serai revenu à Paname, ça y est, j'ai trouvé le lieu, je me suis arrangé avec les gars et tout. On fera une fois par mois des épisodes en public, voilà. C'est ça. Donc avec moi, là, ce sera l'échauffement, tranquille, le quotidien. Moi, je suis la gouvernante ou le gouvernant. Je vous accompagne au quotidien, voilà. Je fais le suivi. Et puis après, il y aura l'entraîneur après. Hein, il y aura le grand oral et là, il sera des nôtres. Dernier petit message de Historek. Historek qui dit: je rejoins les réacs sur un truc, je ne reconnais plus la France de mon enfance et adolescence. En effet, les FAF n'avaient une telle liberté d'expression. Merde quoi, il nous faut regretter Chirac, c'est dire, alors que je suis d'extrême gauche, hein, et je trouve même la FI trop molle. La FI trop molle, c'est vous dire ce que je pense de Chirac. Mais au moins, lui a dit merde aux US et à Israël et a fait enterrer sous les drapeaux Yasser Arafat, bien qu'il ait dit à propos de nous les Arabes et Noirs et Français, avec le bruit et les odeurs. Je comprends la ménagère. Il faut vite calmer tous ces fachos libéraux. Et oui, et c'est vrai, je suis d'accord, ils ont pris la confiance. On attaque tout de suite avec la petite news HMD, la petite news Hamdoulillah qui fait plaisir. Alors il y en a plusieurs cette fois-ci. Il y en a une, c'est une semi-HMD en fait, parce qu'on n'a pas encore le fin mot de l'affaire. C'est la tour Eiffel. Est-ce qu'elle va être éteinte pour Gaza? Il y a eu une opposition d'Anne Hidalgo, ça avait été demandé, mais apparemment elle sera bien éteinte en hommage aux victimes du génocide à Gaza. Plus de 630 jours après l'attaque du 7 octobre, le Conseil de Paris a voté la proposition des écologistes de donner la citoyenneté d'honneur aux populations civiles gazaouies et d'éteindre la tour Eiffel en hommage aux victimes du conflit. Et cette citoyenneté d'honneur avait été accordée en février 2024 aux otages israéliens détenus par le Hamas. Elle a toujours été refusée jusqu'alors aux civils de la bande de Gaza, évidemment. Hidalgo s'oppose à ça. Il reste donc à savoir si elle appliquera la décision du Conseil de Paris, qui n'est pas contraignante. Donc, tu as une marge de manœuvre. Les écologistes ont déclaré: nous allons lui envoyer un courrier officiel pour savoir quand aura lieu l'événement. Cela peut être à la rentrée du fait de la période estivale, mais nous voulons savoir rapidement et nous ne lâcherons rien. Et ben franchement, j'espère que vous obtiendrez gain de cause. Ça semble quand même évident qu'il y a un moment où on doit pouvoir le faire, quoi. Hidalgo s'y oppose vraiment. Bah ouais, tu vois, comme quoi. Mais bon, tant pis, hein, c'est pas grave. Le PS qui creuse toujours. Ah oui, non, vraiment, là, le PS, son but, c'est vraiment de ne plus être le PS. Hein. C'est de plus être à gauche. Ça fait longtemps, quoi. De toute façon, je vous invite, et là, je fais un peu mon Dr H, je vous renvoie au livre Sommes-nous toujours Charlie ou Qui est Charlie d'Emmanuel Todd. Et là, vous allez voir le PS autrement. HMD 2, la news Hamdoulillah 2, c'est alors une histoire de dingue, et j'ai les vidéos d'ailleurs que je vais pouvoir vous montrer. C'est l'histoire d'un homme, Fousseinou Samba, qui a enjambé sa fenêtre dans son immeuble. Il habite, si je dis pas de merde, au 6e étage. Et ça s'est passé vendredi 4 juillet au soir. Il y a un départ de feu qui est signalé au 2e étage d'un immeuble, rue de la Chapelle, dans le 18e arrondissement. Et très vite, les flammes affluent aux étages supérieurs. Et donc, il y a une des voisines, sa voisine Naomi
et ses 4 enfants qui veulent descendre par les escaliers, mais d'un coup, elle se retrouve avec ses enfants stoppés par des fumées ultra toxiques. Donc elle décide de rebrousser chemin. Et là, ça devenait vraiment chaud parce que ils étaient tous prisonniers des flammes. Salut Saïda, trop content de te recevoir aussi dans la Cracksery. Et puis survient le miracle. Le miracle, c'est cette scène de Fuseinou Samba qui a réussi à évacuer les 4 enfants et la maman. Alors attendez, je vais vous montrer la scène. Elle est quand même assez dingue. Et ben voilà, force à toute cette submersion migratoire qu'on subit. Bah oui, parce qu'il n'est pas français, hein, il a une carte de séjour d'ailleurs. Il est en situation régulière, hein, mais il a une carte de séjour. Il enchaîne les postes de contractuel dans des collèges. Il espérait un jour être titularisé, mais comme il n'a pas les papiers, voilà. C'est plus compliqué. Évidemment, j'ai pas du tout. Ah si, attends. J'ai pas du tout la vidéo. Attends. Alors j'ai une vidéo trop drôle que je peux vous montrer en attendant. Attends, je fais toutes les vidéos. Ouais, bah voilà, ça commence bien. Non, je l'ai. Ah si, c'est bon, je l'ai. Allez, on la regarde tout de suite. C'est parti. C'est assez impressionnant. Monsieur, il est sorti par sa fenêtre, il va récupérer le bébé. Il y a quelqu'un qui va récupérer le bébé là. Voilà c'est lui là. C'est bon, il a le bébé dans les bras, Je sais pas si vous vous rendez compte parce que là, le rebord, il a que dalle pour mettre ses jambes. Hein. Au nom de Dieu, non, ce qui se passe. Ils sont au 6e étage. Là, ils vont pas sortir les garçons. Deuxième bébé. Il y avait un autre bébé encore. Il y a 2 bébés. Il y avait 2 bébés. Lui, il doit avoir 1 an, je pense. Oh là, comment. Ok. Miskin. Oui. Bon, les commentaires, hein, c'était pas prévu. Hein. En fait, il y a le voisin du bâtiment. Au À nom côté, de Dieu, il a dingue. récupéré les enfants. Et là, la pause qu'il prend, c'est pour se stabiliser. C'est assez fort. Hein. Là, il y a les 2 bébés qui sont sortis. Non, pas ce qui se passe. Putain. Oui. Là, c'est bon. C'est bon. Le 3e enfant, il est passé. Oh là là, le petit, putain. Et là, il y a le... Tu les attrapes comme des sacs, là, tu t'en bats les couilles. Hein. Là, ton but, c'est peu importe par quoi tu l'as attrapé, tu dis allez, rentre. J'aurais tellement le stress. Oh là là. Non, c'est une dinguerie. La première fois qui est en train de passer, monsieur le fait, il est en train de descendre dans les bâtiments d'en bas. Ça a touché le 2e étage et le 3e étage. Enfin, c'est en train de toucher tous les étages. Là, il y a un 4e enfant. Apparemment, ils ont installé une petite caisse là que vous voyez ici en bas pour pouvoir descendre. Et je peux dire quoi aux gens? Oh là là. Non, mais c'est flippant. Personne n'a sauté là pour l'instant. Là, pour l'instant, personne n'a sauté. Et là, il l'a fait passer. Comment? Là, c'est bon. C'est bon. Au 6e, tout le monde est sorti. Ah, c'est bon. C'est Tout le le monde est 6e sorti au étage. 6e étage. Là, tout le monde est sorti au 6e étage. Mais au 3e étage, il y comment il a va 2 faire hommes encore qui galèrent à sortir. Ah bah ouais, tu m'étonnes, c'est flippant. Mais qu'est-ce qu'il fait? Non, mais il faut pas qu'il descende, il passe sur nous. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais comment il s'appelle? En plus, il a mis à papa, lui. Descends pas. Monsieur. C'est l'ami à papa. Mais putain, descends pas. Non. Descends pas. Non. Ils arrivent. Les pompiers arrivent. Monsieur. Aïe. Putain, mais il va... Mais il fait quoi là? Oh mon Dieu. Aïe. Qu'est-ce qu'il fait? Descends pas, remonte. Monsieur, les pompiers arrivent. Ah putain, il est sur les Bon, fenêtres. c'est bon, là. Bon, après, lui, s'il tombe, il peut se faire une bonne entorse. Mais il va pas canner, quoi. Ça va. Mais quand même. Oh putain, c'est flippant. Hein. Et alors, je suis tombé sur une vidéo... Je suis tombé sur une vidéo assez dingue aussi. Cette vidéo-là, c'est celle d'un pompier. Tu sais, en plus, c'est marrant parce que pas très longtemps, j'étais en train de me dire putain, je vois pas beaucoup de Renois dans les pompiers ou de rebeux. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de diversité dans les pompiers. Ou alors, est-ce que ça a changé? Mais moi, à chaque fois que je croise des pompiers, je vois souvent des blancs. Et je me disais, est-ce que c'est une corporation c'est des militaires, hein, si je dis pas de bêtises, qui, tu sais, de base, n'est pas très inclusive. Tout comme un peu même si les militaires, il y en a peut-être un peu plus. Ah, c'est militaire que à Paris, d'accord, pas dans le reste du monde. Bref, là, je suis tombé sur un pompier, alors, qui commente. D'accord, en dehors, c'est pas des militaires, c'est que à Paris, très bien. Et là, je suis tombé sur un pompier qui a un TikTok
Et là, je vois ce pompier qui commente. Je me dis, tiens, c'est marrant, j'avais cette réflexion et tout. Et en fait, je vois le pompier, il a un drapeau de la Palestine en pins. Déjà, je me dis, oh, un pompier qui affiche ses. Tu sais, je pensais qu'ils avaient un devoir de réserve et tout. Déjà, t'as un TikTok. En plus, t'as ton pins de la Palestine. Et regardez, c'est assez dingue. Bah, regardez. Il analyse la vidéo qu'on vient de voir. Mais alors là, je m'y attendais vraiment pas, son take. Regardez bien ce que fait cet homme. C'est tout simplement incroyable et ahurissant. Fouseynou Samba n'a pas hésité une seconde avant d'aller sauver toute une famille, et tout ça à plusieurs dizaines de mètres de hauteur. Et ce qui est incroyable quand vous le regardez, c'est qu'il est littéralement collé à la paroi, comme si quelque chose le retenait. Pas une fois il a perdu l'équilibre, pas une fois il a paniqué. Et si vous regardez, il y a une caisse qui a été installée pour que les gens puissent descendre plus facilement, et ça n'a pas été filmé. Fouseynou porte le camis. Et là, j'entends pas dire, c'est encore un musulman. À chaque fois qu'on voit un geste héroïque, c'est un musulman. Quand les journalistes l'ont interviewé, Fouseynou Samba, la seule chose qu'il a dit, c'est qu'il y avait 2 nourrissons et que c'est son corps qui l'avait guidé et qu'il fallait y aller. Fouseynou, moi je crois surtout ce qui t'a guidé, c'est ça. Et je vous rappelle... Quand il a dit ça, il a montré le Coran. Le mec, tu t'y attends pas et d'un coup, il lâche un Coran, quoi. Il était en train de faire un petit coup de prosélytisme au calme. Très mignon ce José Bové Muslim là, je m'y attendais pas. Et prompté en plus, tu vois. Ouais, je te jure, il manquait juste un Allahu Akbar. Je te jure, il avait la complète. Mais en tout cas, très, très sympa. Mais très étonnant. En fait, c'est que ça rentre pas dans la matrice qu'on a l'habitude d'avoir. C'est pour ça que ça a vraiment chamboulé tous mes sens, tu vois. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais regarder ça avec vous vite fait. Après, je sais pas ce qu'il a dit sur le. Je vais être honnête avec vous. Après, il propose des voyages en Syrie. Non, je rigole. Mais ça fait plaisir. Non, franchement, merci à lui en tout cas. C'était un plaisir. On continue, allez, parce qu'on a un conducteur, je vous l'ai dit. Il est long, il est long. On va commencer. Ah oui, il y a une nouvelle séquence aussi, vous allez voir juste après. Là, on attaque le Metzé, mais avant, évidemment, le soutien. Il y a un Tipeee, il y a un lien. Il est sur le. Il est sur. Comment ça s'appelle ? Le lien, il est sur la description des vidéos, sur le Linktree. Et ce serait bien. Je sais que Nafta va me dire. Ce serait bien de mettre le Linktree. Je sais, Nafta. Oh. Alors attends, je vais le mettre. C'est le mec qui l'embrouille alors qu'elle a rien dit. C'est comme. C'est vraiment genre manageuse, community manageuse, Nafta. Elle est à mi-chemin entre toutes ces ambiances-là. Je sais même pas quel est le lien de mon Linktree, mais je vais vous le mettre quand même. Je crois que c'est un truc style Linktree. CKR. Alors attends, CKR. Attends, c'est quoi? C'est CKR? Non, je sais plus. Kevin Razi? Attends, je vais taper, on va voir. Et non, c'est pas ça. Je ne connais pas mon Linktree, mais c'est pas grave. Le principal, c'est la santé. Ah bah si, voilà, share. Voilà, share. Ah oui, c'est rendez-vous Kevin Razi. Voilà, je vous le mets. Linktree / RDV Kevin Razi. Si vous voulez aider, il y a tous les liens. Si vous voulez participer sur le Discord, si vous voulez avoir l'accès à la chaîne YouTube principale ou à la chaîne YouTube des émissions en entier, si vous voulez tout, voilà. Le Telegram notamment, le Snapchat. Non, je te dis Snapchat, je sais pas si je l'ai mis le truc. Non, il n'y a pas. Mais voilà, il y a les liens les plus importants. Et vraiment, le Tipeee, ça nous donne de la force. Ça nous permet de pouvoir continuer cette émission, de plus jamais vivre ce qu'on a vécu de 2 mois sans émission. C'était horrible, c'était horrible. En tout cas, c'est un plaisir tout le temps de pouvoir papoter avec vous. On continue, allez, on continue. Le Metzé, les petites news à picorer, partager entre amis. Alors, Retailleau, Bruno Retailleau, qu'est-ce qu'il a dit, Bruno Retailleau ? Il a fait une vidéo où il parle des statistiques ethniques, d'accord ? C'était aussi pour la tournée passeport que j'étais pas là ? Ouais, et un déménagement surtout. Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, je le rappelle, vient de dire dans le plus grand des calmes que les statistiques ethniques, il était pour. Mais uniquement si c'était pour faire de la discrimination... si c'est pour faire de la discrimination positive. Genre, pour lui, c'est un no-go, quoi. Et alors, pour celles et ceux qui ne savaient pas, en fait, en France, les statistiques ethniques sont interdites.
sauf exception très encadrée. Mais voilà, en gros, dans la Constitution, le premier article, c'est la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race ou de religion. Donc en théorie, l'État ne reconnaît pas les races ou les origines dans la sphère publique. Après, tu as la loi informatique et liberté en 78 qui a été révisée après. Interdiction de collecter des données personnelles sensibles, notamment l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les croyances religieuses, l'orientation sexuelle. Donc bon, ça a un peu changé. Sauf des exceptions avec un consentement explicite et une finalité scientifique ou statistique claire et validée par la CNIL, un comité d'éthique, parfois le Conseil d'État. Donc pas de recensement ethnique comme aux États-Unis, ouais. L'INSEE ne te demandera jamais si tu es blanc, noir, arabe, etc. Mais on peut le contourner légalement via des études déclaratives anonymes ou des ressentis de discrimination, le rapport à l'origine géographique, bref, des parents. Et donc c'est pour ça que, en gros, historiquement, donc on n'a pas voulu faire de statistiques ethniques en France, notamment pour des raisons déjà historiques. Tu vois, le fait de servir des stats raciales pour persécuter, discriminer, comme sous Vichy, à l'époque des rafles, des lois coloniales, mais aussi parce que dans la tradition républicaine, on rejette toute catégorisation communautaire. Mais d'un autre côté, celles et ceux qui veulent avoir des stats ethniques disent que sans ces données, on invisibilise les inégalités, tu vois. C'est dur de mesurer le racisme structurel, les discriminations à l'école, au travail, etc. Mais encore une fois, dans un certain cadre, notamment scientifique, on peut réussir si c'est bien justifié, à pouvoir sortir ces stats-là. Mais bon, globalement, en France, on n'a pas le droit, sauf exception, quand c'est mené par un travail scientifique. Et donc là, on va regarder cette vidéo de Bruno Retailleau, et elle dure pas longtemps, et le mec est catégorique, vraiment, sur l'utilité de ces stats. Oui ou non aux statistiques ethniques? Oui, je suis d'accord à une condition, c'est qu'on ne les utilise pas pour la discrimination positive. Les statistiques ethniques, je m'en suis toujours un peu méfié. Je vais vous dire pourquoi. Vous disiez en 2020, d'un côté, ça permet de connaître la réalité. Voilà. La réalité de quoi? La réalité sociologique, tout simplement. Il y a une étude d'ailleurs, il y a peu de temps, je pense que c'était de l'INSEE. Il y a peu de temps. Ou de France Stratégie, sur les mouvements migratoires. On a besoin de connaître. Pourquoi est-ce qu'on doit cacher la réalité? Oui ou non? Excuse-moi, mais les études sur les mouvements migratoires... vont pas dans ta faveur. Si tu crois que tu veux nous faire flipper avec une submersion migratoire, etc., elles vont pas en ta faveur. On est loin du compte, les chiffres de l'OCDE nous le montrent. Notre taux migratoire, il est autour de 10%. Dans les autres pays de l'OCDE, on est à 12, 13. Ça monte même plus au Canada ou en Australie, donc non, on n'essaie rien de cacher. Au contraire, je pense qu'on cache l'apport migratoire. Dans le dernier épisode, je vous disais qu'il nous fallait 310 000 immigrés en plus d'ici 2040 pour maintenir notre système social. C'était 310 000 immigrés par an d'ici 2040 d'ailleurs. Petite rectification. Donc ouais, en fait, les statistiques... et là, t'as vu, il dit statistiques ethniques seulement si elles servent ses opinions, quoi, tu vois. Comme le dit Luma, le mec, il veut pas de discrimination positive. C'est-à-dire qu'il veut pas qu'on dise que dans un milieu, il n'y a pas assez de diversité. Et qu'on utilise ces statistiques pour le démontrer. Bon, on n'a pas besoin de stades dans certains milieux pour se rendre compte qu'il n'y a pas assez de diversité, mais je viens d'un milieu, notamment le théâtre privé, où je peux te le confirmer. Je viens d'un autre milieu, les médias et les animateurs télé, je peux le confirmer aussi. Il n'y a que le stand-up, là, ça va. Ça va. Mais c'est dingue. Et il y a Joe qui dit, c'est le même gars qui a dit que les chiffres sur la délinquance des OQTF sont faux et ne représentent pas la réalité. Donc bon, voilà. Les chiffres, c'est que quand ça va dans son sens. Donc encore une fois, une preuve d'une médiocrité absolue de quelqu'un qui est aux affaires, qui est ministre de l'Intérieur et des cultes. Je tiens à le rappeler parce qu'on a tendance à l'oublier. Et franchement, ça fait flipper, quoi. Franchement, ça fait flipper. Et je sais pas où on va avec lui. Je sais que lui pense à la présidentielle, mais franchement, c'est dingue. C'est dingue. Et évidemment, n'importe quelle statistique doit toujours être amenée avec l'explication du chercheur.
Parce que des chiffres, effectivement, on peut en faire dire tout et n'importe quoi. Je vois que ça, on parle comme Georges Allen de Fennec, j'adore son pseudo, sur le chat. Évidemment que tu prends un chiffre comme ça, Zemmour par exemple, il fait dire ce qu'il a envie d'entendre aux chiffres concernant la surreprésentation de population immigrée dans l'univers carcéral. Or, quand tu couples ces chiffres avec une analyse de la part d'un chercheur, d'un sociologue, d'un anthropologue, bon bah tu découvres que c'est pas le gène noir qui est dans nos veines ou le gène arabe qui nous pousse à être méchants, mauvais. Bah oui. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? On va passer à un autre mezzé. Là c'est ouf. Là c'est ouf, c'est Benjamin Netanyahou qui a emprunté l'espace français aérien pour se rendre à Washington. Et la France a autorisé Netanyahou à survoler son espace aérien. Non, va emprunter, pardon. Et Netanyahou a eu l'autorisation par la France de pouvoir survoler l'espace aérien français pour aller aux États-Unis, alors qu'il est visé, je le rappelle, par un mandat d'arrêt international de la CPI pour crime de guerre, crime contre l'humanité. C'est fait ou c'est déjà fait? Parce que j'avoue, moi là, j'ai eu deux temps différents. Non, je crois qu'il y est pas encore, si je dis pas de bêtises. Attendez, je vais checker. Oui, c'était cette nuit. Ah, d'accord. Ouais, effectivement, on a travaillé l'émission hier. D'accord. Donc voilà. Nous sommes complices d'un génocide à Gaza. Vous allez me dire, ah, t'abuses, etc. Si, déjà par rapport à la livraison d'armes, par l'orientation de nos médias pendant 1 an et demi, ça a été quand même scandaleux. Et l'euphémisation, etc. Et puis bah maintenant, bah voilà quoi, décidément, la Cuenta sera salée pour la France. Le jour du Nuremberg bis, aka le tribunal de Gaza, la France aura énormément de comptes à rendre. Dès lors que tu décides de ne pas suivre le droit sans motiver ton choix, c'est chaud. Il y a énormément de commentaires qui vont dans ce sens-là, vous imaginez bien. Mehdi sur Twitter qui dit « La France restera dans l'histoire pour sa complicité dans le génocide des Palestiniens ». Il y a Erwan Davou qui dit « La France n'a plus la moindre parcelle de souveraineté. Le macronisme est une liquidation totale ». Réfractaire le retour qui dit « Et Netanyahou est en train de tester la soumission de la France et la France va laisser passer. Pourquoi? Car les lois internationales et le droit humain ne s'appliquent pas quand elles sont en défaveur d'Israël. Globalement, elles ne s'impliquent pas aux pays qui sont occidentaux. Voilà, c'est ce qu'on doit comprendre. Et ça, c'est de plus en plus dur. Tiens, je vais regarder les vidéos que j'avais là parce que j'en ai qui n'ont rien à voir avec la choucroute. Mais je vais vous faire écouter notre Barrot, le ministre des Affaires étrangères, qui brille encore une fois par sa médiocrité. Alors, il est où, Barrot? Est-ce que je l'ai la vidéo? Je croyais que je l'avais. Alors, attends. Si j'ai pas une vidéo, ma technique, et c'est un réflexe aussi, et je fais mon autopromo, d'aller sur le CKR, le Telegram de CKR, la Cuenta. Le Telegram, c'est CKR News, hein, et il vous permet de retrouver toutes les vidéos qu'on traite ici. Il y a sur Snapchat et il y a ici. Et là, je me rends compte, tout simplement, que la vidéo n'est même pas sur... Ah si, c'est bon, elle l'est. Allez, c'est parti. On se la regarde. Putain, God bless ce Telegram, hein, vraiment. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. J'ai plusieurs questions ce matin. Lundi prochain, le 7 juillet, Benyamin Netanyahou, sous mandat d'arrêt international. Ah oui, donc c'est bien ça, ça arrivait aujourd'hui, là, on est le 7 juillet. De la CPI se rendra à Washington pour rencontrer Donald Trump. Allez-vous autoriser M. Netanyahou, en violation avec les obligations de la France vis-à-vis de la Cour pénale internationale, à survoler l'espace aérien français comme vous l'avez déjà fait dans la nuit du 6 au 7 avril dernier? La fois précédente, vous m'aviez répondu que selon le droit coutumier international, M. Netanyahou avait le droit à une immunité. Je maintiens que c'est totalement faux et donc je vous repose également la question à ce sujet. Est-ce qu'il y a vraiment une immunité pour les personnes poursuivies par la Cour pénale internationale dans le droit pénal international actuel? Ensuite, hier, plusieurs
Plusieurs associations, dont la LDH, ont déposé une plainte avec constitution de partie civile pour des chefs de crimes contre l'humanité et crimes de génocide. Cette plainte, elle vise 2 soldats israéliens possédant la nationalité française, snipers dans une unité d'élite de l'armée israélienne, accusés d'exécution de civils dans la ville de Gaza. C'est bien ça, de le rappeler. Hein. Ça, c'est bien. Hein. Ah ouais, elle lâche rien. Franchement, je la connaissais pas. Je l'ai découverte depuis peu. Et tête brûlée. Hein. Elle s'en bat les couilles, elle y va. Et à Khan Younes, entre novembre 2023 et mars 2024. Ces 2 soldats ne sont que la partie émergée de l'iceberg, puisque plus de 4000 Français ou franco-israéliens sont actuellement à Gaza et participent à l'offensive israélienne. Que faites-vous là-dessus? Attendez-vous que les associations portent plainte auprès de la justice française? Est-ce que vous-même vous faites des signalements? Et que dites-vous à ce sujet? S'agissant de la CPI, il y a un petit décalage de son. Il n'y a aucune obligation d'interdire notre espace aérien, ni évidemment d'y procéder à l'interpellation d'un individu sous mandat de la Cour pénale internationale. Ce n'est pas une obligation qui est faite par la Cour pénale internationale, et c'est une question distincte de celle des éventuelles immunités. Alors, je lis ce qui a écrit. Immunité de Netanyahou, une pluie de condamnation à gauche, de vives critiques de juristes et d'ONG, mandat d'arrêt de la CPI, Netanyahou, la position de la France est à la fois juridiquement fausse et politiquement désastreuse, ça c'est Le Monde. Rapporteurs de l'ONU, la demande d'immunité de la France à l'égard de Netanyahou n'a aucune validité juridique. Donc voilà, la fameuse immunité qu'il est censé, dont il peut jouir. Vous entendez mais pas là c'est trop bien parce que j'ai le ventilo sur moi mais je crois qu'il s'entend pas. C'est une dinguerie hein. C'est que le mec ment ouvertement. Tu vas être sur la liste de la Cuenta, Chacal. Tu le sais que là c'est pas bien ce que tu fais. Le mec ment ouvertement. Qui seront tranchés le cas échéant par l'autorité judiciaire. Et quant aux saisines de la justice française par des associations au sujet de soldats franco-israéliens, nous allons suivre les procédures que l'autorité judiciaire française engagera. Donc vous allez l'autoriser à survoler notre espace aérien si nécessaire? Nous n'avons pas reçu de demande de la Cour pénale internationale à ce sujet. Ni des Israéliens d'ailleurs, ni des autorités israéliennes d'ailleurs. Non mais c'est dingue. Nous n'avons pas reçu. Tu sais, c'est comme si... Là, ce qu'il vient de dire, c'est comme si tu disais... Tu dis oui, là, il y a votre pote, il est en train de voler une voiture devant chez vous. Vous allez le laisser le faire parce que c'est illégal. Et vous en êtes témoin. Nous n'avons pas reçu de la part du propriétaire de la voiture et de la part du papa du voleur, nous n'avons pas reçu de mail nous indiquant qu'il fallait l'empêcher de le faire. Donc quelque part, voilà quoi, ouais, c'est le béaba du gouvernement. T'as vu qui est en tête, c'est le béaba de mentir. Non, je suis pas étonné. C'est juste que je me dis à quel point tu crois. En fait, ça me fascine de voir l'impunité de la classe politique. Tu vois, nous, je trouve qu'on est vraiment gentils, le peuple. Tu vois, on nous présente souvent comme le peuple qui est jamais content. Les Français sont jamais contents. Ils se plaignent tout le temps et tout, mais genre, je veux dire, à part les gilets jaunes qui n'ont pas réussi à aller au bout du truc, hein, mais qui ont déjà commencé à faire trembler l'Élysée, je veux dire, on est quand même assez gentils. On est quand même docile. Nous, on ment pas comme ça, à outrance, devant les institutions et tout, parce qu'on sait ce qu'on risque. Et là, tu te dis, mais c'est dingue de voir cette impunité et que ça dérange pas. Je sais pas, moi, je mens comme ça, je veux dire, sur des choses aussi graves. Tu parles de couvrir un génocidaire, machin, je dors pas bien. Je dors pas bien. Et c'est ça, en fait, qui me fascine. Là, on parle pas d'un mec qui a trompé sa meuf ou d'une meuf qui a pris 10 euros dans le portefeuille de son daron. On n'est pas sur des histoires comme ça. Hein. Là, on parle de vie humaine.
de massacre, d'une personne qui est à l'origine de tout ça, et donc de ta capacité à fermer les yeux ou pas dessus. Je trouve ça dingue. Mais oui, t'as raison, Cécile, c'est l'ère de la post-vérité. Ils ont compris qu'ils disent la vérité ou qu'ils mentent, les gens les croient, donc ils s'en foutent, ouais. Mais les vacances sont terminées, je vous le dis tout de suite, hein. Ce truc-là, il pourra pas durer longtemps. Il pourra pas durer longtemps, je pense, hein. Petite bonne nouvelle d'ailleurs, tiens, j'en profite. Le lycée Averroès, hein, dans cette période de résultats du bac, le lycée musulman Averroès à Lille, régulièrement pris pour cible par l'État, d'entrisme, nanana, annonce ses premiers résultats du bac 2025. 96% de réussite au bac, 70% des élèves ont obtenu la mention. C'est exceptionnel, hein. 96% de réussite, ça dépasse la moyenne nationale provisoire qui est de 85% actuellement. Voilà. Il y a Kamel Eon dans les commentaires qui dit alors qu'à l'établissement catholique de Bétarane, on agressait physiquement et sexuellement les élèves dans un silence absolument scandaleux, à Averroès, on se contente d'enseigner. Toute la différence est là, mais c'est ça, les médias ne le diront jamais. Avoir une élite musulmane, c'est ça qui fait peur. Voilà pourquoi Retailleau veut fermer ce lycée. Ça, c'est Moroccan Freak qui dit ça. Et Dupont-Anne qui dit bravo, une claque magistrale pour les racistes, je te jure. Ouais, techniquement, c'est à Villeneuve-d'Ascq. D'accord, et ben écoute, tu fais bien de nous le dire. Mais fier de ce lycée, de mon département, le 59. Bravo à vous. Nouvelle séquence, très rapide. Macroute de Proust. C'est notre petit Macroute de Proust. C'est ce moment où tu sais... tu vois un truc qui te rappelle quelque chose, un bon souvenir. Normalement, c'était la Madeleine de Proust, hein. Mais comme on est dans les mezzés, les HMD, tu sais, on est dans une ambiance très orientale, je me suis dit que nouvelle séquence, le miel, voilà, bah là, ma croûte de Proust. Est-ce que vous vous souvenez quand Bayrou trouvait ça scandaleux qu'on utilise entrisme des frères musulmans dans CKR? Ouais, totalement. Vous vous souvenez quand Bayrou trouvait ça scandaleux qu'on utilise le mot otage pour tout et n'importe quoi, en faisant mention de la situation de la flottille de Gaza, des membres de la flottille de Gaza qui étaient retenus par Israël. Et ben, Yann Toucourt a fait une story qui m'a fait beaucoup rire. Quelque chose que Bompard avait souligné aussi, Manuel Bompard, député LFI et coordinateur, par rapport à Aurore Berger qui avait utilisé ce même mot otage, parce qu'en fait on leur est tombé dessus en disant arrêtez de dire otage, vous n'avez pas honte, pensez aux Bibas, etc. Israéliens, ils sont morts, là vous dites otage, non mais ça va pas, non, vous dites otage, on peut pas dire otage à tout va, etc. Vous dites otage pour tout et n'importe quoi, non c'est scandaleux, on le voit là, il le dit, interception du bateau pour Gaza, François Bayrou trouve inacceptable l'utilisation du mot otage. Et qu'a-t-on suite au mouvement de grève des contrôleurs aériens? François Bayrou dénonce un mouvement qui prend en otage les Français. Tiens. Tu te souviens à l'ancienne? En l'ancienne il y a un mois, même pas un mois, hein, quand il fallait pas utiliser ce mot-là, hein. Ah bah ouais, dès que ça touche de près ou de loin à Gaza, on l'a vu ce qui s'est passé, hein, quand on a mis prisonnier... Non, quand on a mis otage au lieu de prisonnier, il y a un journaliste de France Info qui a failli qui s'est fait peut-être virer d'ailleurs. On n'a jamais eu le fin mot de la fête. On a su qu'il avait été suspendu, mais peut-être il a été viré là. Bref, c'est toujours rigolo de voir ça, putain. Note de poids 667 mesures, un 16 mesures. Un 16 mesures, c'est un couplet, carrément. On continue le mezzé avec Bouafsi. Mohamed Bouafsi qui a interviewé Frédéric Ancel pour parler de l'importation du conflit israélo-palestinien au lieu de parler, je sais pas moi, de la guerre à Gaza là, ou de génocide. Il préfère parler de conflit, évidemment il veut pas trop se mouiller. Et alors ce Frédéric Ancel dit que l'importation du conflit israélo-palestinien en France c'est criminel. Parce que oui, hein, c'est... Alors il le dit pas en mode tous ceux qui l'ont importé. Non, évidemment, hein, quand il dit ça,
il défend son corps. Alors Frédéric Ancel, c'est un ancien militant du Tagar, c'est une branche étudiante du Bétar, mouvement d'extrême droite pro-israélien. À pas confondre avec Guillaume Ancel, crâne chauve, ancien militaire, qu'on voit beaucoup sur les plateaux depuis le 7 octobre, qui a une posture, tu sais, qui analyse les dégâts. Et qui nous a dit, et qui était un des premiers à nous dire que le nombre de tonnes de bombes qui étaient lâchées sur Gaza pouvait justifier que on avait environ, enfin bien plus que 50 000 morts, hein, comme annoncé. Et là, aux dernières nouvelles, hein, les chercheurs d'Harvard parlaient de 300 000 corps disparus. Alors, on va regarder cette vidéo de Mohamed Bouafsi. Et puis on va voir ce qu'il en est, on va voir si ça vaut le coup. Je ne l'ai pas regardé en entier. Là, parfois j'aime bien découvrir certaines vidéos avec vous. Je ne l'ai pas regardé en entier, donc là on va découvrir, voir comment il a interviewé, voir comment il a dit, voir comment il parle de tout ça. Est-ce qu'il a fait dans la complaisance ou bien est-ce qu'il a dit les termes en direct de la station thermale. C'est parti. On regarde la vidéo que je pensais que j'avais mis de côté. Mais pas du tout, décidément, c'est la deuxième fois. Ah, on sent que le gars n'est pas carré. Mais c'est qu'à cela ne tienne, il y a quand même déjà moins de problèmes techniques. On a de la chance. Allez, c'est parti, on regarde. Mohamed Bouafsi. De la journée, ces drames qui ont lieu partout dans le monde. Cette perception pour les adolescents que vous rencontrez parfois, elle est très difficile. Alors peut-être qu'il n'y aura pas de guerre mondiale, mais aujourd'hui, ces conflits régionaux, c'est très dur à vivre aussi. Et ça s'importe parfois sur notre territoire en France, notamment sur le conflit israélo-palestinien. Oui, alors il y a deux choses très concrètes. D'abord, c'est intéressant, vous n'avez pas cité le Soudan. Mais c'est très, le Soudan, le Congo, le Congo aussi. C'est ça, mais ce qui est très intéressant, c'est que... Il était en galère, il voulait citer d'autres conflits. Le Soudan, le Congo aussi, la République démocratique du Congo, le Zaïre, Kinshasa... On cite exclusivement, en général, l'Ukraine et Gaza, et vous avez raison de rappeler le caractère catastrophique, y compris sur le plan humanitaire, de ces deux conflits, mais malheureusement, pas d'autres, dont je constate qu'ils font beaucoup moins, ils pèsent beaucoup moins dans nos manchettes, et c'est tout à fait triste, et sinon carrément scandaleux pour ce qui concerne le Soudan. Maintenant, l'importation du conflit israélo-palestinien en France, je l'ai... Vous connaissez ma théorie là-dessus, je ne vais pas la répéter. Hein. Pourquoi on parle moins de certains conflits que d'autres, ou pourquoi ça attise moins de passion. C'est qu'encore une fois, nous n'avons pas en France, et moi je parle toujours d'un point de vue médiatique, de plateau télé où des chroniqueurs, des éditorialistes, des personnalités publiques défilent à outrance pour dire que, merci Ludovic, pour dire... Alors ils disent pas merci Ludovic, hein, mais pour dire que tout simplement, oui le Soudan, c'est normal ce qui se passe, oui le Congo, mais en même temps ils font chier les Congolais, tu vois, personne en train de légitimer ce qui se passe. Donc comme il y a un consensus, c'est vrai qu'on en parle moins, et ça veut pas dire que c'est une excuse. Mais là, si on est outré à chaque fois, c'est uniquement parce qu'on a depuis 1 an et demi la chance, et c'est ironique quand je dis ça, merci Carapac. Carapapac. Là, on a la chance de voir des éditorialistes, des personnalités publiques, des politiques légitimer le massacre d'une population civile. Voilà. Et on est même dans un pays où je pense que c'est pour ça que, tu vois, ça c'est notre côté français. Quand on voit qu'on est dans un pays où on n'a pas le droit de faire quelque chose ou de dire quelque chose, et ben on a encore plus envie d'y aller. Au début, on était un peu genre ouais, chaud et tout, puis à la fin, l'esprit français prend le dessus. Et pour moi, c'est ça. Hein. J'aimerais raviver ce qu'on appelle le patriotisme de gauche, tu vois. Patriotisme du peuple. Parce qu'être patriote, ça veut pas dire être de droite. Pour moi, être patriote, non, c'est genre le peuple, tu vois. Bah, nous, les Français, c'est au bout d'un moment, quand tu nous dis qu'on n'a pas le droit de faire un truc, quand on voit que bah, c'est nul, on n'a pas envie de t'écouter, quoi. Dès qu'on parle d'un conflit concernant une minorité typée, on importe le conflit. Par contre, quand il est question d'une population qui conduit les mêmes voitures, on doit s'impliquer. Merci beaucoup pour ta réflexion. Tu fais évidemment mention à cette ignoble déclaration d'un journaliste sur BFM TV qui disait ils ont les mêmes voitures que nous, en parlant des Ukrainiens évidemment. On continue avec Momo. Allez, c'est parti Momo. Dis-nous tout, montre-nous comment tu mènes la barque face à Frédéric Ancel en fait. Toujours qualifié de la manière suivante, c'est criminel. Je ne dis pas que c'est immoral, c'est bien pire, je pèse mes mots, c'est
criminel. Et aujourd'hui, nous avons un certain nombre de partis, de tendances, de mouvements, de courants, de personnalités qui tentent de l'importer, alors que la République française n'a rien à voir directement, je veux dire, n'est pas impliquée politiquement ou stratégiquement dans ce conflit, humainement bien sûr, et tant mieux, diplomatiquement oui, mais certainement pas partie prenante. Et je pense de ce point de vue-là que ces gens-là ou ces tendances-là portent et porteront éventuellement une écrasante responsabilité dans ce qui peut se passer de terrible ici en France si ça se poursuit. Et alors dernier point, vous avez cité donc avec raison ces deux conflits très durs, Proche-Orient, Ukraine. J'ai ajouté, et vous aussi, le Soudan et le Congo. Faites tourner la planète. Ouais. Il y a 193 pays. Il y en a deux en conflit, il y a deux régions en conflit ou deux ennemis ouvertes avec deux ou trois ou quatre tensions, disons foyers de tension importants par ailleurs. Ben vous savez quoi? C'est moins il y a quelques décennies. C'est beaucoup moins qu'au premier XXe siècle et qu'au XVIIe ou XVIIIe, qui ont été des siècles extrêmement violents. C'est-à-dire qu'il faut dire à nos compatriotes, il faut le dire aux adolescents, et je le fais très souvent parce que j'interviens bien sûr dans les lycées notamment et à l'université, il faut dire que l'impression ne crée pas la réalité. Et surtout que la posture d'angoisse et que la posture apocalyptique n'a aucune valeur explicative. Ouais, bon, sans commentaire, hein. Le mec, en gros, il est pas content parce que là, il est dans la sauce, quoi. En gros, c'est sa communauté, c'est son deuxième pays qui est dans la sauce. Et en fait, il nie totalement l'atrocité de ce que ça représente. La polarisation aussi. Ce qui est dingue, c'est quand même de se dire qu'il y a eu un avant-après pour plein de choses. Et moi, je le vois en tant que personnalité médiatique et artiste, qu'il y a eu des événements qui sont presque sans précédent. Autant d'artistes qui se retrouvent boycottés, autant d'artistes qui se retrouvent virés pour des propos concernant la politique étrangère, avec normalement une non-connexion directe avec la France, tu vois, parce que c'est pas une ancienne colonie qui est en question, c'est quand même ça qui est fou, tu vois. C'est quand même là que t'as vu des journalistes se faire suspendre, reprendre, etc. Enfin, c'est dingue. Franchement, c'est dingue. C'est vraiment dingue et ils veulent pas s'en rendre compte. Et vraiment, je trouve ça scandaleux. Et là, ça les fait chier de voir qu'on a du recul surtout. Ça les fait chier de voir qu'on ne gobe plus tout ce qui nous balance, que l'histoire du narratif, ça ne passe plus. Maintenant, on a accès à tellement d'infos qu'on peut contrebalancer. Maintenant, on a accès à des journalistes étrangers, big up à Arets, entre autres, qui nous permettent d'avoir un point de vue différent, d'avoir des relais et donc de prendre de la hauteur sur ce qui se passe et pas de bouffer un narratif, quoi. Donc ouais, non, c'est super intéressant. Il y a plein mal de réactions, je vais vous en lire quelques-unes. Fatima qui dit: Frédéric Ancel est un militant pro-israélien. Il passe son temps à diffuser le narratif colonial de l'état criminel d'Israël. En choisissant de consulter cet homme sur ce sujet, vous vous soumettez à sa propagande en faveur de l'état génocidaire d'Israël. Invité de vrais experts. Je suis d'accord. Jérémy Piola qui dit: c'est qui celui qui parle? Le responsable du nettoyage des toilettes de l'Elysée? Quant au présentateur, décidément, être journaliste de foot et pote de Riolo n'est pas un bon signe pour la suite. Oh. Kaina qui dit: Frédéric Ancel, charlatan de la géopolitique, qui affirme toute honte bue que Israël est à peu près dans le droit. Le gars est prof de Sciences Po. Hein. J'avoue, il a dit ça, putain, j'ai même pas fait gaffe. Qui a été membre du Bétar, mouvement juif violent et raciste, ça c'est vrai. Il y a un continuum idéologique et son avis est d'un intérêt proche de zéro. Putain. Ouais. Merci pour cette... Je l'avais pas eu cette fois, tu vois. À peu près dans le droit. À peu près dans le droit. Non, mais ça n'existe pas, chacal. T'as pas à peu près tué une personne. T'as pas... Non. T'as pas à peu près appauvri une population. À peu près massacré. Ça n'existe pas, chacal. Nicolas Cadenne qui dit: incompréhension face à ce monsieur invité partout, bien que ses travaux soient décrédibilisés depuis bien longtemps par ses pairs. Voilà, pour bien enfoncer le clou. Pour rester dans la nullité, on va aller sur Raphaël Glucksmann sur BFM TV qui a dit qu'il n'y aura pas de maire LFI. Alors c'est pas toi et ton parti qui fait des scores éclatés qui va commencer à dire que...
tu vois, en fait, moi, l'idée de taper sur LFI non-stop au détriment de ceux qui ne sourcent rien, d'ailleurs, à savoir l'extrême droite, etc., ça me fascine. Parce que, ouais, c'est vrai que la fille, ils peuvent être chiants et provocateurs, qu'il y en a qui supportent pas le vieux mélange. Je peux le comprendre, totalement. J'ai pas d'affect particulier. Moi, je reconnais ces qualités de tribun, de politique à l'ancienne, comme on n'en a plus, qui ont de la culture, tu vois. Mais en soi, je pense que c'est le pire porte-drapeau, notamment quand ça parle des retraites à 64 ans et tout. Avant de dire, Chacal, bah, montre-nous l'exemple. T'en as plus de 75, retire-toi, tu vois. Parce qu'en revanche, et c'est là que je vais faire un compliment à Elfie, mais c'est pas pour autant que j'irai dans le parti, hein, je te vois venir. Manuel Bompard, j'allais dire Martine Aubry, c'est Marion Aubry, David Guiraud, Antoine Léaumont, Alma Dufour, Mathilde Panot, Émeric Caron, même s'il a son parti antispéciste, mais je le mets dans la coalition. Quand ils prennent la parole, Manon Aubry, putain Marion, merci beaucoup, je l'ai pas respecté Miskina, désolé Manon. Quand ils prennent la parole, ils disent des chiffres, ils donnent des sources et ils disent les termes, tout simplement. Alors qu'en face, dans l'extrême droite, la droite réactionnaire, on n'est que sur de l'émotion, tu vois. Et c'est ça qui me saoule. Et c'est qu'au final, ça me rappelle ce que je vous disais, la fameuse loi Brandolini, où dans une discussion, dans un débat avec deux personnes, si on accorde le même temps à la personne qui dit une connerie et celle qui veut lui prouver qu'elle dit une connerie, ben, ce sera la personne qui dit la connerie qui gagnera, parce que sur le même temps donné, dire une connerie, ça met quelques secondes, mais débunker, ça peut prendre plusieurs minutes. Et c'est pour ça que, résultat des courses, des gens vont rester sur la connerie. C'est plus accessible. C'est dans leur biais de confirmation ou d'attribution. Et c'est ça qui fout le seum. On va regarder cette vidéo d'ailleurs de Glucksmann, tiens. On va y aller. Il me reste quoi? Il est 19h16, ouais. Je vais essayer d'aller vite sur les mezzés parce qu'il y a beaucoup de choses. Alors, hop, il est où? Il est où le petit bout? Ah, il est là. Ah ouais, putain, alors t'as Duhamel qui lui a dit direct d'entrée. Dernier mot, vous voyez l'angle d'attaque des Insoumis et d'autres qui disent Raphaël Glucksmann. Social traite Macron. C'est le nouveau Macron, le Macron de 2017. Faut dire que quand on regarde, rejoint par Sacha Houlié, ancien macroniste, vous soutenez une plateforme de progressistes défendue par Pascal Canfin, député européen Renaissance. En fait, vous êtes le nouveau Macron. Vous allez travailler avec des macronistes. Il y a même Aurélien Rousseau qui est avec vous, qui était directeur de cabinet d'Elisabeth Borne pendant la réforme des retraites et qui a été ministre d'Emmanuel Macron. C'est vous le nouveau Macron, en fait. Il l'a terminé. J'ai pas la suite, dommage. Je suis malhonnête. Ah tiens, comme les médias. Mais il l'a terminé. Puis après, là, j'en ai une autre. Qu'est-ce qu'il nous dit encore, là? Le nouveau Macron, je préfère que t'insultes ma mère. Je te jure. Je te jure. Ah ouais, vous êtes le nouveau Macron, ça fout le seum. C'était stylé en 2017 quand il était pas président. Et il n'y aura pas de maire de la France Insoumise. Ah donc, bon, ça vous êtes on fera tout pour. On fera tout pour que les mairies de gauche restent à gauche, mais dans la gauche démocrate que nous représentons. Et il n'y aura pas de maire de la France Insoumise. Ah bon, ça vous êtes on fera tout pour. On fera tout pour que les mairies de gauche restent à gauche, mais dans la gauche démocrate que nous représentons. Alors donc toi, tu estimes que LFI, c'est pas la gauche démocrate, et tu feras tout pour, quoi. Tu feras tout pour qu'il n'y ait pas de maire LFI. Tout en disant... C'est-à-dire que là, ça y est, l'extrême droite, elle est au pouvoir, ça c'est bon, c'est acté. Ça, on aime, finalement, ça va, on s'en sort pas trop mal. Et là, le gars, il te dit, par contre, LFI, ça, c'est hors de question, quoi. LFI, c'est hors de question parce que c'est pas démocrate. Selon eux, hein, c'est pas démocrate. Alors, c'est intéressant. C'est intéressant parce que je sais que ce qui pose polémique dans le parcours de ce Raphaël Glucksmann, c'est que c'est qu'il a eu, il a un dos, lui, hein. Il a été conseiller d'un... Ouais, il est beau le NFP, je te jure, Cécile. Ouais, parce que le PS n'aurait eu aucun député sans le NFP, je te jure.
Et tu vois comment ça se renvoie la balle. Ça donne envie, la politique. Hein. Alors attends, si je dis pas de bêtises, il a été... Ah oui, voilà, c'est ça. Attends, j'arrive plus à retrouver là le mec dont il a été le conseiller, putain. Parce que c'est pas ouf, hein. T'as envie de dire... Ah ouais, tiens, je crois que c'est là. À la suite d'une altercation avec le général russe Borisov. Nan, Raphaël Russe... Ah oui, c'est en Géorgie. D'accord, il se met au service de Mikhail Saakashvili. Mikhail Saakashvili, d'accord. Son départ en Géorgie aurait également été initié par Bernard-Henri Lévy, ami de sa famille, après un appel téléphonique. J'adore. Et le gouvernement donc, de ce mec-là, et donc il est son conseiller officiel, mais il le considère avant tout comme un ami. Il sensibilise Saakashvili à la question de l'intégration de la Géorgie dans l'Europe. Oh, il est gentil. C'est un gentilhomme. D'accord, ok. Je vois un peu le gars. On va se renseigner là-dessus, mais de toute façon, c'est connu, je crois. Hein. Tout ce dont je raconte, mais c'est juste que j'avais jamais pris le temps de m'arrêter là-dessus sur son passé de conseiller d'un politique, d'un président étranger, quoi. C'est assez intéressant. C'est assez intéressant de voir tout ça. Et il est en couple maintenant avec Léa Salamé, c'est vrai. Ça met la puce à l'oreille pour sa tendance politique. Ouais, oui, totalement. Totalement. On va continuer notre besogne avec cette fois-ci. Alors j'avais qui? Ah oui, alors cette vidéo, je sais pas ce que vous en pensez. Je vous la montre. C'est Georges Malbruno qui a déclaré Netanyahou, le Mossad et même les renseignements français savaient qu'une attaque du Hamas le 7 octobre allait se produire. Voilà. Lui, c'est un journaliste français qui est spécialiste du Moyen-Orient et d'Israël et Palestine. On va regarder la vidéo. Puis je vais lire un peu quelques réactions parce que je veux pas moi tomber dans quoi que ce soit. Je veux juste analyser, voir, écouter ensemble. C'est parti. On a su quand même que Netanyahou était au courant, enfin le Mossad aussi, ils avaient l'info pour le 7 octobre. Bien sûr. Et ils n'ont pas ils sont pas empêché. Les seuls. Oui. Bien sûr. Non mais eux, ils étaient les premiers concernés. Que l'attaque allait avoir. Bruno, bien sûr. Mais c'est-à-dire, ils savaient quoi exactement? Comme vous le dites, c'est pour le moins grave. L'unité 8200 du Mossad savait qu'il y aurait une attaque. Oui, mais ils le savaient combien de temps à l'avance? Quelques jours à l'avance. Oui, dans les jours à l'avance. Ils étaient en position de l'empêcher. Ils ne l'ont pas fait. Je l'ai écrit. Le Hezbollah. C'est un fiasco pour Netanyahou. Lors du Ramadan 2023, en avril, a fait un documentaire publié sur leur chaîne Al-Manar, qui est grosso modo ce qui s'est passé le 7 octobre. Et puis le Hamas est monté pourquoi? Disons-le aussi. Parce que Netanyahou a quand même laissé l'argent qatari arriver. Voilà, il l'a dit, son ministre l'a dit, on le sait. Enfin, je veux dire, affaiblir l'autorité palestinienne exactement, pour qu'il n'y ait pas d'État palestinien. Exactement. Pour saboter la possibilité d'existence d'un État palestinien stable. Donc le Hamas monte, donc le terrorisme, donc on bloque Gaza. Et n'oublions pas, les gisements pétroliers trouvés en 2011-2013 au large de Gaza. C'est bien pour ça que Netanyahou ne veut pas d'enquête. Parce que le jour où il y aura une enquête, les militaires vont parler, des agents du renseignement vont parler, des agents du renseignement ont commencé à le faire dans des et d'autres services de renseignement, y compris les services de renseignement français, étaient assez bien au courant. Je l'ai dit sur la radio RTL et ben voilà. Donc je crois que l'histoire n'est pas terminée de ce point de vue-là. Et B, hein. Putain, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Sur le Telegram, ça a pas mal réagi. C'est des réactions très intéressantes. Je vais vous les lire. Parce que ça fait longtemps. C'est vrai que je ne le fais jamais de lire le Telegram.
Mais il y a des gens très, très passionnants. Il y a Nadine qui dit « J'en étais intimement convaincu, très peu de temps après le 7 octobre, ce qui s'est passé ce jour-là était théoriquement impossible à mettre en œuvre par le Hamas. » Tralala qui dit que complotisme n'est pas un dénigrement, mais un état de fait. Ils ont laissé délibérément se produire et pourquoi pas l'ont instigé une attaque pour pouvoir agir en représailles. Et on a Nafta qui dit Netanyahou a volontairement fait grandir le Hamas pour commencer. Ça, il l'a dit lui. Enfin, je veux dire, tout est sourcé là-dessus. C'est pas je le dis pour les gens qui découvrent l'info. Lui, il a dit qu'il a laissé même voilà, des armes passer pour armer des mouvements djihadistes, etc., pour contrer l'autorité palestinienne, le Hamas, etc. Ça, il l'a dit un peu comme un con. Il était là, oui. D'ailleurs, c'est pas assez repris, ça, dans les médias. Ça me rend dingue. Il l'a fait pour que les Palestiniens ne puissent pas se rassembler et créer un pays. Il avait plus peur du FPLP ou d'organisations pouvant organiser les Palestiniens pour obtenir la Palestine que du Hamas. Juste pour dire qu'au moment du 7 octobre, Israël sous-estimait totalement le Hamas, qu'il voyait presque comme des alliés de fait. Israël savait qu'une attaque d'ampleur de la part du Hamas allait avoir lieu, mais ne l'ont pas pris au sérieux. C'est ce que j'avais compris avant ça. Ouais, c'est dingue. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est ce que j'avais cru en comprendre aussi en lisant la presse. C'est une dinguerie. Est-ce que tu peux nous donner le nom de ces journalistes? J'aimerais bien savoir s'il y a des articles de lui dispo. Alors, le journaliste s'appelle Georges Malbruno. Je vous mets le nom dans les commentaires. On attaque Tapiro. Hein. Je ne peux pas faire une bonne émission s'il n'y a pas Tapiro dans l'émission. Le fou du village, hein, le fou du bus. Patron de la milice de propagande israélienne, la DDF. Et je vous rappelle que sa punchline, qu'on connaît tous et tous, c'est pas un cessez-le-feu, c'est un cessez-le-feu. Voilà, le fameux. Purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai ça. Et pourtant on l'a fait. Ex-otage en Afghanistan, merci. Voilà, tu connais la punchline. Il commente ce qui s'est passé, l'agression qu'a subi Rima Hassan. Et vous allez voir encore une fois inversion hein, de l'agresseur, de l'agressé. C'est du Tapiro. Hein. Mais il va dire des trucs qui sont assez ouf. On ne doit pas faire comme elle, balancer son numéro de téléphone, balancer des SMS, qu'on envoie plein de gens, des photos d'elle, des échanges avec ses anciens amants, dont certaines confessions juives, etc. Alors ça déjà, tu vois, il veut nous apprendre que Rima Hassan aurait eu des amants de confession juive. Et pourquoi tu le précises en fait ? Parce que tu veux quoi? Tu veux décrédibiliser parce que soit parce qu'il pense qu'elle est antisémite, bon, en même temps il le pense pas, il le dit tout le temps. Soit parce qu'il pense que comme elle est suivie uniquement par des antisémites, les antisémites en apprenant ça ils vont dire quoi? Elle nous a trahis, mais non, j'hallucine. Mais en fait, moi je le vois juste comme la confirmation que cette personne n'est pas antisémite et que elle a pu avoir, et ça nous regarde pas, des amants de toute confession, de toute origine, parce qu'elle, justement, elle en a rien à foutre. Mais toi, tu l'as dit comme si tu tenais un scoop, espèce de fromage de chibre. Bref. Plein de gens ont ces documents en leur possession. Les documents que nous avons dévoilés, en revanche, sur ses origines syriennes, ça, on l'a fait dans un clip, 3 clips, depuis maintenant plus d'1 an. Alors, tu vois, là, il parle de ces clips sur Rima Hassan. Et en fait, maintenant, tout est limpide pour moi parce que ces fameux clips, je crois que c'est ces clips qui sont relayés sur la page Insta d'Arthur, l'animateur, qui avait posté des montages avec une voix off en mode brut d'un reportage qui donne l'impression que c'est un truc éditorialisé, etc. Sauf que c'était en marque blanche, il n'y avait pas, ce n'était pas signé. Et dans le journalisme, on signe toujours. On signe toujours ce qu'on fait. Et là, t'as ce truc très chiadé qui parle de Rima Hassan sans trop avancer de preuves, hein, évidemment, sinon c'est pas marrant. Et il a partagé ça dans le plus grand des calmes, Arthur, sans préciser quoi que ce soit. Très fourbe, il partage juste. Et on lui est tombé dessus à un moment. Des gens lui ont dit, mais en fait, vous partagez quelque chose qui n'est pas sourcé, monsieur. Donc là, ce que vous faites, c'est de la propagande. Et là, il a dit j'ai demandé à mes équipes de se renseigner pour savoir d'où viennent ces vidéos. Chacal,
On sait d'où elles viennent, ces vidéos. C'est de Franck Tapiro, tu l'as sur ton... Il te l'a envoyé sur WhatsApp. Tu sais très bien d'où elles viennent. Tu postes pas un truc dont tu sais pas d'où ça vient. Incroyable de mentir comme ça, je te jure. Oh là là, énervant. Bref, on continue sur cette vidéo. Mais j'ai demandé vraiment à ce que les gens ne tombent pas dans le panneau et qu'on ne se comporte pas comme elle. Ce n'est pas de notre niveau. Bah excuse-moi, mais en attendant, son numéro il circule bien trop parce que vu le nombre de menaces qu'elle reçoit tout le temps, ce n'est pas de notre niveau, bah faut croire. La police est là, la justice doit être là, ou je devrais dire plutôt devrait être là. J'espère que ce sera condamné. C'est condamnable. Ce sont des faits condamnables. Ouais, mais franchement, ce sont des faits... Ouais. Non mais bref, voilà, Tapiro toujours dans le déni, dans la médiocrité. Et c'est pour ça que bah, on l'épinglera toujours dans ces KR, hein. C'est pour ça qu'on ne le lâchera jamais, hein. Mais toujours un petit tacle, ça nous fait plaisir. Il y a eu des commentaires sur Twitter aussi, hein. Il y a eu Robin qui dit imbécile qu'il est, il n'arrive même pas à comprendre que du coup c'est une preuve pour affirmer qu'elle n'est pas antisémite. Bon voilà, on dit la même chose. Elle est comme n'importe quelle femme, elle est libre de faire ce qu'elle veut de son corps. Du coup, lui montre bien une forme de misogynie en revanche, totalement. Je sais que dans le chat, il y en a qui l'ont dit. Abir Nadia qui dit c'est pas lui qui a été grillé au bois de Boulogne. L'hôpital qui se fout de la charité, on reconnaît bien là les méthodes exécrables de ces minables emploient quand ils n'ont aucun argument valable. CQFD, merci Abir Nadia. Et Minas Prime qui dit et elle n'aurait pas le droit de tomber amoureuse d'un juif? Elle n'est pas antisémite, oui, on a tous dit la même chose, on est d'accord. Autre news, là, il y a une manif sur l'autoroute 69. Par rapport à la 69. Et Sandrine Rousseau, députée Les Verts, est sur le plateau de BFM. Elle se prend la tête avec des journalistes et des éditorialistes concernant cette manif, la couverture de la manif contre la 69. C'est dans ce cadre-là qu'elle est invitée. Alors le sujet, hein, parce que moi je ne connaissais pas, c'est l'autoroute A69. C'est un projet qui doit lier Toulouse et Castres, 53 km, avec un péage. Ça a été initié en 1994, ça a été déclaré d'utilité publique en 2018. Et le coût total, il est environ de 450 millions d'euros, dont 23 millions d'euros publics. Et le péage, il coûterait environ 17 euros l'aller-retour. Donc c'est jugé déjà injuste pour son prix. Et puis, même si c'est destiné à désenclaver le Tarn, Mazamet, c'est contesté pour son coût élevé, ses impacts écologiques, parce qu'il y aura de la destruction de forêts, de terres agricoles, de biodiversité. Et donc, il y a des mouvements écolos qui défendent des alternatives, comme l'amélioration de la RN126 ou le développement du ferroviaire régional, évidemment. Et là, il y a eu une manif, tu vois, entre 1000 et 2000 personnes qui étaient présentes au rassemblement interdit contre l'autoroute entre Castres et Toulouse. Et donc, il y a 1500 gendarmes qui ont été déployés et de policiers qui ont été mobilisés. Et après des jets d'objets de la part des manifestants, évidemment, il y a eu un face-à-face tendu. Mais bon, pour l'instant, le bilan est limité. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur les plateaux de BFM? Bah, du coup, on lui a fait, Sandrine Rousseau, son procès. Après est-ce que vous condamnez le Hamas? Est-ce que vous condamnez les violences, évidemment? Sinon, t'as pas le droit de parler après. Alors moi, je vais vous dire, je ne les condamnerai pas, d'aucune manière. Et ne me demandez pas aujourd'hui sur ce plateau de condamner la désobéissance civile de ces gens qui nous rendent service à tous et qui viennent avec des masses et des boules de pétanque sur les forces de l'ordre. Ça, vous ne condamnez pas? Je condamne toute violence, mais là, je ne condamnerai pas les personnes qui manifestent et qui commencent la désobéissance civile. Je ne condamnerai pas les personnes qui passent une partie de leur week-end à défendre un bien commun. Je ne les condamnerai pas. Et vous n'obtiendrez pas de moi sur ce plateau que je les condamne. C'est quand même étrange de séparer la personne de son acte. Alors l'autre, il a cru qu'on parlait de qui là? De Pardieu, Dieudonné? Eh bien peut-être, mais je ne les condamnerai pas. Parce qu'en fait aujourd'hui, compte tenu de la situation, la désobéissance... Quand on condamne des gens, on condamne après l'arrêter parce que ouais, je crois que j'ai rien à dire. Civile va devenir de plus en plus forte. Et compte tenu des décisions climato-sceptiques qui s'accumulent, je vais vous dire, on va vers des tensions. On crée les tensions. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'on foule aux pieds, on humilie les personnes qui ont absolument besoin de la terre pour des intérêts économiques, donc de l'argent, du profit. Et ça ne va pas être accepté longtemps. Et moi, je vais vous dire, je ferai partie de ces manifestants. Donc vous avez Bruno Retailleau qui parle de barbares sans limite. Vous dites c'est de la désobéissance civile qui est légitime au fond et c'est violent. Absolument légitime et que je remercie d'exister.
Donc les violences sont légitimes. Il peut y avoir en démocratie des violences légitimes contre l'ordre établi, au fond. C'est ce que vous dites. Là. Alors l'autre tout de suite, c'est-à-dire qu'on peut rendre légitime des violences contre l'ordre établi. Mais alors toi, cousine, sous Pétain, là, t'es journaliste, tu dis la même chose. Donc on peut avoir des violences contre l'ordre établi, c'est ça que vous dites, c'est légitime. C'est quand même dingue de dire ça, t'es abruti ou quoi? J'ai trouvé un nouveau nom d'ailleurs, c'est une journulos. Je comprends pas comment tu peux oser dire ça en fait. Parce que ça fait partie du principe même de ce qui a fait que là, t'es en 5ème République, cousine. C'est les révolutions, j'allais dire permanentes, big up, mais genre tu comprends pas quoi. Donc on va remettre cette phrase de débile mental, hein, et no offense pour les personnes qui ont évidemment, de débilos quoi. Démocratie des violences légitimes contre l'ordre établi, au fond. C'est ce que vous... Je remets sa phrase encore une fois. Donc les violences sont légitimes. Il peut y avoir en démocratie des violences légitimes contre l'ordre établi, au fond. Il peut y avoir en démocratie... Ah, elle a dit en démocratie des violences légitimes contre l'ordre établi. Ah bah ouais, non, mais c'est vrai que non, on peut pas. Hein. D'ailleurs, demain, on va faire une loi qui interdit, là, je sais pas à quoi ressemble ta sape. C'est du noir et blanc. Bah, et demain, il y a une loi qui dit toutes les meufs et tous les mecs qui portent du noir et blanc, ça dégage, ça va dans des camps. Tu vas faire quoi? Tu vas dire, bah non, ça se fait pas. Si. Ah bah j'avoue, non, bah embarquez-moi parce que tout mouvement de violence contre une démocratie, je peux pas le légitimer, hein, parce que bah du coup, comme on est en démocratie, non, bah embarquez-moi alors. Hein. J'aurais pas dû acheter ces couleurs quelque part, hein, vous avez raison. Non mais je te jure. Il y avait plus de résistants à la libération que pendant l'occupation, pas à nous, hein, je te jure. Une journaliste qui parle d'un tel concept comme d'une normalité sociétale, c'est scandaleux. C'est ça qui m'a choqué, moi. C'est ce que vous dites. Là, les violences dont on parle sur l'A69, c'est un agriculteur dont le système d'irrigation a été saccagé dans la nuit. Ce sont des méthodes de mafieux. C'est des portraits et des noms des personnes qui s'opposent à l'A69 qui sont brandis et leurs domiciles qui sont couverts de peinture rouge. C'est des intimidations. C'est une mère de famille qui vivait sur une maison le long du tracé qui a été intimidée au point de devoir quitter sa maison. Ça c'est chaud. Hein. C'est dommage qu'elle se laisse un peu submerger par ses émotions parce que du coup en face, tu sais, ils se disent bon bah ça y est, je peux... tu vois, genre je l'appuie, ça donne moins de poids à ce qu'elle dit et eux peuvent en profiter pour prendre l'ascendant. C'est Thomas alors qu'elle dit des trucs de ouf. Braille qui a passé 68 jours de grève de la faim dans un arbre et qui a été délogé au bout de 68 jours et les écureuils qui étaient sur place dans la 69 ont été délogés de manière violente par les gendarmes. En fait, c'est ça la violence aujourd'hui. Elle est là la violence. Et ne me demandez pas, vraiment, je n'irai jamais dans ce sens-là. C'est-à-dire que là, ce que font ces gens, ces écureuils. Alors, faut pas me dire c'est sexiste de penser comme ça parce que j'ai pas parlé du fait qu'elle soit une femme. Tu mets n'importe quel être humain qui a la voix fébrile dans une joute verbale, je te dirais mince, il va perdre l'ascendant. Mais là, oui, effectivement, tu peux rajouter ce facteur-là. Mais en tout cas, moi, j'étais plus vraiment sur une analyse propre à l'art oratoire. Parce que ça, c'est quelque chose que j'aime bien, quoi. Ces militants écologistes qui ne sont pas radicaux, qui juste demandent à ce qu'on prenne soin de la planète, qui est en train de... Oui, je pense que c'est pour ça qu'elle est décrédibilisée. Mourir, et que nous sommes en train de faire mourir par notre accumulation d'argent, eh bien, ces personnes-là méritent non seulement notre respect, mais la Légion d'honneur. Alors vous... Non, mais on est d'accord là-dessus. Mais c'était pas le sujet de mon take là-dessus quand je parle de l'émotion. Parce que n'importe qui qui se fait dépasser par ses émotions pendant... en fait, non. Tu peux parler avec émotion et pas te laisser submerger par tes émotions. Je vous ferai un jour, si vous voulez, parce que j'étais en train d'en écrire une d'ailleurs, toute une masterclass sur l'art oratoire. Parce que c'est un truc que je travaille depuis longtemps de façon empirique et que maintenant j'ai décidé de théoriser. Bah, tu peux parler avec l'émotion, ça c'est chambé.
Mais te laisser submerger par l'émotion, on te comprend moins. Et c'est pas la faute des gens si on te comprend moins, tu vois. Ton but aussi, quand tu communiques, c'est de te faire comprendre. Donc, non, mais là, je dis juste qu'il y a des moments de fébrilité dans sa voix qui peut te donner l'impression qu'elle se laisse submerger par ses émotions sur certains endroits. Mais au final, quand tu l'écoutes jusqu'à la fin, tout est OK. Autour d'elle, il y a des requins qui attendent le moindre filet de sang pour se jeter dessus. Mais là, il n'y avait pas de quoi. Exemple, Ségolène Royal face à Sarkozy. Ah bah là, c'est un problème d'éloquence, là, putain, hein, j'avoue. Ça, c'était chiant, par contre. J'avoue, je me rappelle, Ségolène, quand elle avait fait son débat, j'étais avec mon daron. On était là, bon, allez, on va assister au débat, machin. Elle a commencé à parler. Mais là, c'est l'éloquence de la personne. C'est comme François Hollande. Putain, dès qu'il commence à parler... Allez, hop. C'était l'enfer. C'était l'enfer. Ouais, c'est bien de montrer ses émotions, au contraire. Mais je vous jure que si demain... oui, ouais, on passe notre temps à montrer des hommes en colère, se submerger par leur colère, genre Pascal Pro. Je passe mon temps à me foutre de sa gueule, les gars. Ça, vous pouvez pas me l'enlever. Hein. À toujours imiter, ou même Meilleur Habib, etc. Moi, c'est même du pain béni pour moi. Quand je les vois comme ça, parce que, du coup, vous avez vu comment on perd tout son chakra d'un coup. Hein. Quand ça commence à faire des... Non, mais ce que je veux dire... Non, on le sait. Voilà, tu vois, d'un coup, t'es pété, quoi, tu vois. Peu importe ton genre, hein, c'est pété. C'est pour moi, là, quand tu commences à taper des phases comme ça, c'est drôle, quoi. Parce que tu vraiment, là, d'un coup, tu n'as plus du tout d'aura, quoi. Ouais, moins 1000 en aura. Et la colère masculine, elle est vue comme normale, la colère féminine est vue comme hystérique. Ah ça oui, mais ça c'est autre chose. Mais ça évidemment, c'est dont... Oui, mais je comprends de quoi vous parlez. Moi j'étais, encore une fois, pas sur de la colère de genre, mais effectivement, les femmes vont être vues comme hystériques quand elles vont s'énerver. Les femmes noires, je vous en parle pas, on est un cran au-dessus en termes de perception. Et effectivement, parce que c'était tout un sujet par rapport à la pièce Passeport, parce qu'il y a une comédienne noire qui joue dans cette pièce et qui a un moment où elle doit monter, tu vois. Et le tout, c'était de trouver cette juste mesure parce qu'elle voulait pas donner justement cet effet-là, parce qu'elle savait que cette perception, elle pouvait venir très facilement. Et donc, ouais, ça, c'est un vrai débat. Alors, ah oui, en cadeau, j'avais une vidéo d'un écolo, toujours sur le même débat, pardon, autour de l'écologie, d'un gars qui m'a fait beaucoup rire. Regardez. Regardez de quoi il parle. Pour l'agriculture, à ce qui va griller, à ce qui va avoir des conséquences économiques, voire quelques destructions immobilières, des dégradations. Mais pour le reste, il fait beau, c'est l'été, il faut arrêter de se plaindre. C'est quand même agréable. Hein, l'hiver, on dit que l'énergie coûte cher. Là, il fait beau, c'est magnifique. Il faut dissocier le vécu, prendre la vie comme elle vient. Des quelques conséquences éventuelles. On va pas remettre à la France... Ah, c'est le frère de Philippe de Villiers. À plat pour 10 jours de chaleur dans l'année. Là, on a l'impression qu'il y a eu combien de morts en 2003 ? Tu penses aux personnes âgées ? Mais les morts, il y en a tous les jours des morts. Ce que vous... Alors, je voulais vous montrer cette scène parce que regardez comment il est sapé, le boug. Regardez. Regardez comme il est sapé, le boug. Chemise, manche longue, veste de costume par-dessous. Il a une clim, ouais. Il dit tout ça sous clim à 17 degrés, comme tu dis, Joe. C'est ça qui est drôle dans l'extrait. Non, mais faut vivre. C'est bon, il y a un moment, faut arrêter, machin. Mais chacal, regarde ton outfit of the day. Tu es dans une... Enlevez la clim. Vous savez quoi ? À chaque fois qu'il y a un débat sur s'il faut faire sur la canicule, sur les plateaux de BFM, sur les plateaux de RMC, sur les plateaux de CNews, enlevez la clim. Enlevez la clim parce que ils aiment trop parler. Alors, on sait ce que c'est des frigos sur ces plateaux. Théma la suit, quoi.
Ah non, Ah, j'ai pas vu cette vidéo. La vidéo du prof qui fait cuire un œuf. Ah, mais c'est dingue ce que tu dis sur la... Attends, j'ai reçu un coup de fil. Ah non, c'est la pub. Non, mais c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Alors, je continue parce que je vais bientôt devoir partir, les amis, dans 15 minutes. Il faut absolument que j'arrive au bout de cet épisode. Le scan que je veux faire de Razi, là, c'est sur cet article de Mediapart sur l'entrisme. En gros, cet article, il est assez incroyable. Il vous explique que un gars qui s'appelle Patrick Buisson, c'est l'ex-conseiller de Sarkozy, il révèle l'entrisme de fou furieux des cathos traditionnalistes dans les plus hauts sommets de l'État entre 2007 et 2012 et bien au-delà même. Patrick Buisson, c'était le spin doctor de Sarko. Un spin doctor, c'est un conseiller de l'ombre, un conseiller en communication politique, chargé de fabriquer un récit, orienter les médias, minimiser les scandales, mettre en scène les victoires, retourner l'info négative en avantage, tu vois. Et donc, il est plutôt discret, tout ça. Et Patrick Buisson, il apparaît sur aucun organigramme, c'est ce qu'ils disent dans l'article de Mediapart. Il œuvre dans l'ombre en s'appuyant sur une poignée de conseillers politiques et ecclésiastiques. Et tous partagent la même vision de la France et de ses racines chrétiennes, de la famille et de l'Église dans leur forme la plus traditionnaliste. Et Mediapart a obtenu des documents justement issus des archives personnelles de Patrick Buisson. Et comme il est spin doctor aussi méthodique que paranoïaque, comme il le dit dans l'article, il notait tout, il enregistrait tout. Et pendant qu'on nous bassine avec l'entrisme politique, on découvre l'entrisme catho, mais vénère. Comment ils ont influencé les discours présidentiels, la nomination d'évêques, genre Marc Hayet, ultra anti-IVG, anti-mariage gay, etc. La nomination dans les ministères, la ligne politique identitaire, tout ça, ça a été influencé. Et par exemple, il parle justement de Camille Pascal qui écrit les textes de Sarkozy, un des conseillers de Sarko, qui est agrégé d'histoire. Et il explique en fait que Sarkozy doit prononcer un discours au Puy-en-Velay, la ville de Laurent Wauquiez, le point de départ du pèlerinage vers Saint-Jacques-de-Compostelle, pour préparer le terrain d'une campagne présidentielle identitaire, tu vois. Et dans son message, il dit « J'ai dit au président de la République ce matin que j'avais lu votre discours et que je l'avais trouvé excellent. » Ça, c'est Patrick Buisson, donc il dit ça à Camille Pascal. Et ensuite, ils ont développé leur ruse, tu vois. Genre, mon cher Patrick, voici ma Jeanne, je vous la livre. Ça, c'est Camille Pascal qui écrit ça à Patrick Buisson, en lui adressant une première version du discours que Nicolas Sarkozy doit prononcer à Jeanne d'Arc. Et en hommage à Jeanne d'Arc, le mec qui fait des failles temporelles, sur l'incarnation des racines chrétiennes de la France, tu vois. Et il est tout content, il dit « Je vous les juge et attends avec impatience et anxiété votre avis et vos propositions d'amendement », précise l'auteur. Hein. On me harcèle pour que je rende ma copie au plus tôt, soit dès cet après-midi, vous imaginez bien pourquoi. Et Patrick Buisson, c'est son second lecteur. Et puis il lui dit « Ouais, non, vas-y, c'est bien, c'est super, t'as bien mis en avant la culture, machin, hein, chrétienne, la religion. » Et c'est flippant parce que vraiment, il y a ça à tous les endroits. Tu vois, déjà, par exemple, ce mec-là, le fameux Camille, dont je parle là, le Camille Pascal, il est devenu ensuite numéro 2 du ministère dirigé par Elisabeth Borne. Sa femme, elle est mise en cause pour avoir protégé... Ah non, c'est sa femme qui était numéro 2 de Borne. Elle est mise en cause pour avoir protégé l'établissement Stanislas, l'établissement catholique, pour avoir interrompu la commande en BD d'une version revisitée de La Belle et la Bête, etc. Et en fait, en gros, la stratégie de Patrick Buisson, donc là je retourne sur le conseiller de Sarko, c'était de ramener l'église catholique dans le cœur du pouvoir, d'inscrire les racines chrétiennes dans le récit républicain, d'imposer des positions ultra-conservatrices sur anti-IVG,
LGBT, anti-euthanasie, utiliser le Vatican, les évêques, les discours et les réseaux pour influencer la politique française, clairement. Et tu vois, par exemple, donc là je vous parlais de Camille Pascal qui était sa plume à Sarko, t'as donc Patrick Buisson, lui aussi, ancien journaliste d'extrême droite à la base. T'avais aussi un évêque, Marc Hayet, qui est une icône de l'extrême droite catholique, ancien curé du diocèse de Fréjus, ou l'officier sous les ordres d'un monseigneur Ray, autre évêque qui est traditionnaliste, etc. Il a été bombardé à la tête du diocèse de Bayonne, à la surprise générale, et depuis sa nomination, l'évêque a multiplié les provocations de l'organisation d'un rassemblement international pro-vie, avec des intégristes russes, états-uniens, la projection d'un clip anti-IVG, enfin tu vois, c'est que des bails comme ça. Et en fait, ce Marc Hayet, donc il est monté, tranquille. Il n'a jamais dénoncé d'ailleurs l'invasion de l'Ukraine par la Russie. C'est le seul évêque de France à avoir refusé d'ouvrir ses archives à la commission Sauvé sur les violences sexuelles dans l'église. Donc c'est quand même assez dingue quand tu penses à Notre-Dame de Bétarame. Et la nomination de cet évêque a été une énigme, tu vois. Et ça a été fomenté par tout cela. Et franchement c'est que des trucs comme ça dans l'article, et il parle de Bruno Retailleau, comment Patrick Buisson a repéré Retailleau et l'a fait monter, parce que lui il était très connu dans le réseau Cato Tradi, et ben aujourd'hui il est ministre de l'Intérieur et des cultes, et donc voilà, ils ont passé leur temps à réécrire des discours pour glisser des symboles religieux, tu vois, pour que la communauté Cato Tradi puisse les voir. Il y a eu le réseautage avec la communauté de Saint-Martin, repère de prêtres tradis de ouf. Il y a eu des pressions sur les nominations d'ambassadeurs et d'évêques, et donc les manœuvres pour mobiliser l'électorat catho. Il y a eu une organisation d'un symposium anti-islam aussi, le refus d'enquête sur la pédocriminalité dans l'église, ça je vous l'ai dit, que des bails de ouf. Ah oui, alors attends, truc de ouf, hein. Tandis qu'il intrigue au sein de l'Élysée, à un moment il dit ça, et qu'il s'enrichit en facturant 2,7 millions d'euros d'honoraires en sondage, Patrick Buisson entreprend aussi d'établir une liste d'une trentaine de prêtres et d'évêques français à promouvoir, sur la base là encore de critères idéologiques. Coordination entre l'Élysée, l'Église, les médias. Ah ouais, ça c'était avec Louis de Ragnel qui s'entretient avec le fameux Camille Pascal, celui qui écrivait la plume, agrégé d'histoire. Et un prêtre parisien très en vue, le père Mathieu Rouget, qui est aujourd'hui évêque de Nanterre. Et dans l'après-midi, en fait, le Louis de Ragnel, il organisait ce rendez-vous et envoie ensuite en mail, oui, c'est bon. Enfin, il était responsable de la radio Europe 1 hein, et directeur de la rédaction de JD News, je sais pas si t'imagines. Donc c'était l'hebdomadaire du journal du dimanche, propriété de Bolloré, et tu vois comment toutes les ramifications elles sont faites, c'est scandaleux. Ce passage là il était intéressant parce que juste après il te dit il avait laissé un message en disant Louis de Ragnel là, en ce qui concerne les cathoréaques, le président de la République dans sa profession de foi évoque très clairement son refus de l'euthanasie, du mariage et de l'adoption par des couples de même sexe. Insiste Louis de Ragnel. Camille Pascal et Mathieu Rouget sont missionnés pour rassurer les plus réfractaires. J'ai pu m'entretenir longuement avec Vincent Montagne, directeur de publication de Famille Chrétienne. Le message est bien passé, il veut une mobilisation totale, explique Camille Pascal. Et ensuite il indique que Patrick Buisson récolte des signatures pour une tribune du type « Nous sommes catholiques, nous croyons à un certain nombre de valeurs que seul Nicolas Sarkozy s'engage à défendre ». Et le père Rouget, donc avec qui ils ont pris un petit verre, s'astreint quant à lui à rassurer des soutiens de Frigide Barjot, la porte-parole du collectif La Manif pour tous, et a rédigé une tribune. La cible, ce sont les cathos qui veulent voter François Hollande malgré ses petites transgressions, explique le prêtre. T'imagines cet entrisme religieux de fou? Et nous, on nous a sorti un rapport sur l'entrisme du frérisme, alors que, je vous rappelle, on nous parlait de l'entrisme dans le sport, et au final, il y avait que, dans le rapport que le ministère de l'Intérieur avait produit, il y avait que 0,04% des associations sportives qui étaient considérées comme fréristes.
0,04%. Et on a des raclures de chibres qui viennent nous dire sur les plateaux nuit et jour pendant cette période, ouais, notamment Caroline Forest, ouais, mais attention, ils sont pas que dans le sport, ils sont aussi au CNRS, ils sont aussi diplomates. Là, vous vous rendez compte qu'il y a une commission qui a été faite pour justement trouver les accointances entre LFI et les frères musulmans ou des réseaux djihadistes. Et puis comme ils n'avaient pas le droit de nommer un parti, ils ont dit pour voir les mouvements politiques et leur rapport avec le frérisme. Ils ont fait une commission, les gars. Ils ont fait une commission, les cracks. Une commission pour un truc quasi inexistant. 5% des mosquées considérées comme problématiques. On est sur du résiduel. 0,02% des associations rattachées à un mouvement frériste. Alors que là, dans cet article, tu te rends compte que l'entrisme catholique, il est vénère. Ça influe sur le droit. Comment tu peux faire plus haut? Ça influe les discours d'un président de la République. Et sur ses prises de position. Et tu nous casses les couilles avec un entrisme qui est quasi inexistant, car dans une marge d'erreur. Et comment on peut accepter ça, en fait? Comment on peut avoir des médias qui disent « Oui, ça va. Je veux voir, moi, qui va reprendre cet article de Mediapart. » Parce que ça, c'est censé faire un tollé encore plus grand qu'au final, ce rapport de l'entrisme islamiste qui était mais pété, qui nous a rien appris, qui était un feu de paille. C'est scandaleux, je te jure. La médiocrité dans laquelle on est tombé d'un point de vue journalistique, dans les médias, c'est scandaleux. C'est abominable. C'est-à-dire que on se retrouve là de voir nous, du haut de notre petit bac ES, fouiller, prendre des abonnements, recouper des sources, et se dire « Ah bah en fait, il y a un problème. » Je te jure, quand mon pote Kelly le Polytaquin m'avait dit « Ouais... tu te rends compte il m'appelle juste après le truc de l'entrisme, là, le rapport de soixantaine de pages. Il me dit, tu te rends compte, on en est à télécharger des rapports pour les lire en entier parce qu'on fait même plus confiance à nos politiques et aux médias. Et quand tu le lis, tu te dis, ah ouais, en fait, putain, heureusement que j'ai lu parce qu'en fait, le rapport, il dit que ça va, il n'y a pas de problème. Qu'il faut faire attention, mais que pour l'instant, il n'y a rien qui puisse être considéré comme un problème. Vous vous rendez compte de ce qu'on vient de lire, là? Non, mais c'est dingue. Dans son email du 23 avril 2012, Louis de Ragnel, qui n'a pas répondu à nos sollicitations, explique aussi à ses deux interlocuteurs la nécessité de reconquérir l'électorat catholique dans l'ouest de la France. Et pour cela, note-t-il, il faut faire monter Bruno Retailleau. À peine 2 semaines plus tard, l'élu vendéen monte à la tribune pour ouvrir le dernier meeting de la campagne de Sarkozy au Sables d'Olonne. Événement au cours duquel le président insiste sur le long manteau de cathédrales et d'églises qui habillent le territoire français. Purée de pommes de terre. Et si c'est pas ça de la taquia, on nous parle tout le temps de oui, mais on peut pas les reconnaître, nous, les intégristes musulmans, parce qu'ils pratiquent la taquia. Bah là, excusez-moi, mais on n'a pas vu venir le truc. Hein. Parce qu'on les entend pas dire ah là là, au nom du Père, hein, du Fils et du Saint-Esprit. On n'entend pas les entend pas dire ah, comme le disait Saint Matthieu, vous savez. On n'entend pas ça, tu vois. Ils en parlent jamais. Là, ça commence, là, à dire oui, moi j'ai une foi, machin, mais ça s'arrête là. Non, mais c'est... Taki halal, pas bon. Parfait, excellent. Et d'ailleurs, Bruno Retailleau en 2023 disait de ce fameux Patrick Buisson, là, le conseiller de l'ombre, qui n'apparaît dans aucun organigramme, encore une fois, à l'époque, t'imagines. Patrick Buisson a parfaitement théorisé l'enjeu essentiel d'une politique de civilisation. Ces termes, il m'angoisse, c'est dingue de parler de ça. Et donc, ouais, l'un des principaux collaborateurs actuels de Bruno Retailleau au ministère de l'Intérieur s'appelle Jean-Baptiste Doha. Et il est chargé de sa communication. Il est très politisé à droite de la droite. Il a été responsable du mouvement pour la France, le parti de Philippe de Villiers. Et Doha est aussi un ancien protégé de Monseigneur Castet, l'un des évêques de la galaxie Buisson, qui avait créé la polémique en 2009 en le nommant secrétaire général adjoint de son archevêché en Vendée. Il y a une véritable différence idéologique entre Patrick Buisson et Bruno Retailleau, signifie pourtant Jean-Baptiste Doha. Le conseiller explique que Patrick Buisson a découpé la France en strates. Il envisage la confrontation de 2 blocs, un bloc constitué de ceux qui ont compris l'histoire de France, ses racines chrétiennes, et un autre bloc, ceux qui n'ont rien compris et qu'il faudrait combattre. Tandis que Bruno Retailleau a toujours été hermétique à cette approche
positiviste, contraire à l'approche gaullienne, cette vision maurassienne porte un visage du monde assez contradictoire avec une vision chrétienne de la politique. Ce qui est quand même un problème quand on souhaite, comme le faisait Patrick Buisson, défendre l'héritage chrétien de la France. On ne peut pas considérer le pays comme un champ de division inéluctable. Putain, c'est ouf. À la mort de Patrick Buisson, il est mort en 2023. Le Bruno Retailleau avait d'ailleurs publié un long hommage sur le réseau social X, dans lequel il saluait la puissance spirituelle de l'ancien conseiller élyséen. Non mais frère. Non mais frère. C'est scandaleux. Vraiment... voilà quoi, l'entrisme catho dans toute sa splendeur, sourcé, avéré. Il n'y a pas de il semblerait, il n'y a pas de il pratique la taquilla, machin mon cul. Là voilà, on est sur du... Alors ça parlait de références maurassiennes, alors je vous l'ai mis parce que je connaissais pas moi, c'est pour ça que je me suis permis de le dire, de le mettre aussi, le maurassienne. En fait, ça vient donc de Charles Maurras. C'est le chef de l'Action française, c'est un écrivain, journaliste, qui a soutenu le régime de Vichy, qui a été condamné après la guerre. Voilà. Il était chef de l'Action française, c'est le mouvement royaliste, nationaliste, anti-républicain, antisémite, anti-protestant, anti-maçon. Et donc voilà, quand dans l'article, ça parle de... c'était quoi la phrase que je vous ai lue? Bah, je sais plus c'était quoi. Ah oui, cette vision maurassienne porte une vision du monde assez contradictoire. Ah oui, tandis que Bruno Retailleau, ouais, ça c'était le doigt qui dit, a toujours été hermétique à cette approche positiviste, contraire à l'approche gaullienne. Positiviste, j'adore. Ça me fait un peu bosser... Ouais, fais attention à l'heure, merci beaucoup, il est 20h, ouais, je vais devoir y aller. T'es trop un amour, merci beaucoup. On fait un no comment, le miel, et je me barre. Maurras, c'est de lui que la théorie du grand remplacement vient. Zemmour est un grand fan. Ah, c'est pas Camus à la base, mais c'est peut-être Camus qui a repris Maurras. Allez, c'est parti. Comment ça s'appelle, le no comment, je lis des phrases et je vais vous montrer une vidéo. On n'a pas le droit de les commenter, on met que des emojis. On commence avec le rappeur Freeze Corleone qui révèle être interdit de concert partout en France. Donald Trump annonce que l'UFC va organiser un combat à la Maison Blanche en 2026. Au dîner du CRIF, le Premier ministre Bayrou a parlé de sa jeunesse pauvre judéo-chrétienne et de son âme juive. Évidemment. Oh, pardon, j'ai parlé. Et enfin, sur CNews, Bellamy, François-Xavier Bellamy, eurodéputé Les Républicains, a dit ça. On ne peut pas ne pas voir qu'effectivement, le régime algérien, quand il fête son indépendance, ne fait rien d'autre en fait que d'insulter la France. En tout... J'ai envie de commenter là. Alors là, mon pote, j'ai envie de commenter. Bref, allez, je finis en beauté avec un peu de miel. Le miel, c'est... Ouais, non, c'est dur. Hein. Alors, c'est cette façon que Darius Rochebain a d'essayer de niquer De Villepin pour lui faire admettre qu'il n'y a pas eu d'Oradour sur Glane en Algérie. Voilà. Comme l'avait dit Apathy, et s'était fait taper dessus et il a même quitté RTL à cause de ça parce qu'il n'avait pas accepté cette sanction. Et regardez comment il va péter, essayer d'emmener De Villepin dans ce truc-là, mais que ça va pas prendre du tout. Regardez, j'adore, ça c'est le petit miel pour finir, comment le journaliste médiocre va se faire terminer. Pardon d'insister sur cet aspect historique. Quand notre confrère Jean-Michel Apathy a dit qu'il y avait eu des Oradours sur Glane
français en Algérie, il y a eu deux réactions, on l'a très bien senti. Ceux qui estimaient que c'était inimaginable de faire cette comparaison, je laisse la comparaison avec la Shoah qui est tout à fait un phénomène unique dans l'histoire, mais les Oradour sur Glane en Algérie, français, ceux qui disaient c'est une comparaison absurde et ceux qui disaient oui, c'est vrai, il y a eu des actes comparables. Qu'est-ce que vous dites, vous? Je regarde l'histoire et évidemment il y a eu d'horribles massacres, les Oradour sur Glane français là-bas. Général Bugeaud, autant de massacres. Ah bah oui, Chacal, en fait t'es face à quelqu'un qui connaît l'histoire. Donc un peu compliqué, hein. Qui ont véritablement commis des forfaits ignobles en Algérie. Comparable à ce que les Allemands ont fait en France. Mais oui, les enfumages, quand on enfermait dans des souricières des populations algériennes, oui, c'était comparable. Et donc, je crois qu'il... Rocheba, il a fait... J'aurais dû lire un livre d'histoire. Il faut, vous savez, Oradour-sur-Glane, c'est à quelques kilomètres d'un des villages de ma famille. Donc j'ai à 6 ans... Ah ouais, sa famille elle a un village de Villepin. 7 ans, pu découvrir la réalité de ce qu'est Oradour-sur-Glane. Donc je mesure bien l'horreur que cela représente. Ce point est très important, hein, parce qu'effectivement, quand on dit c'est comparable à ce qu'il y a eu à Oradour-sur-Glane, on mesure bien que l'histoire a un sens. L'histoire a un sens, et surtout... L'histoire doit aujourd'hui sortir du deux poids, deux mesures. Il est facile à l'extrême droite de considérer que tout ça, après tout, c'est rien, qu'on ne faut pas en rajouter. Rappelez-vous que dans la relation avec l'Algérie, la fameuse loi de 2005 a été véritablement une insulte vis-à-vis de toute une série de peuples d'Afrique, quand nous avons voulu considérer qu'il y avait toutes sortes de bienfaits à la colonisation. Donc oui, nous sommes dans un temps où il faut être respectueux de la mémoire des autres, reconnaître la souffrance des autres. Et ce que je crois être le propre de la France, c'est cette humanité, cette capacité à puiser en nous-mêmes la force, et il n'y a rien d'humiliant, il n'y a rien qui ressemble à une forme de repentance ou de soumission. Au contraire, c'est trouver en soi la force. Quand Jacques Chirac, à peine arrivé à l'Élysée, en juillet 1995, fait le discours du Veldiv, en dénonçant un crime d'État. Ouais, j'arrête là parce qu'après je vais commencer à dire que je vais vouloir voter de Villepin et tout. Je vais me faire avoir, Mais en tout cas, ça fait plaisir d'entendre un ministre, un ancien ministre dire ça. Voilà, je vous le dis. Maintenant, quid du véritable visage, évidemment. Ça, on le saura très vite. En tout cas, je laisse ça là. Je pose ça sur la table. Et peut-être qu'il fera partie de la Cuenta ou pas, je sais pas. En tout cas, je la porte avec moi sur Avignon, partout. Merci à toutes et à tous de m'avoir écouté. Continuez de soutenir en likant ce podcast, lui mettant 5 étoiles sur les plateformes, le liker sur YouTube et de donner de la force un peu partout sur Tipeee et sur Twitch. Merci mille fois pour votre fidélité. Et je vous dis à peu près dans ces mêmes eaux jeudi. Du coup, jeudi, hein, normalement, si tout va bien. Pour le deuxième épisode de la semaine, parce que j'adore papoter avec vous. Prenez soin de vous, faites attention, moi je file au théâtre pour pas être en retard, et je vous dis à très très vite. Ciao ciao.